Je propose de démarrer. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce webinaire sur les filières territoriales. Donc, le webinaire est intitulé Lancer sa filière territoriale agroécologique avec l'enjeu de donner quelques points en termes de ressources, bonnes pratiques, points de vigilance. C'est un webinaire qui a été bâti notamment dans la suite d'un projet de recherche-action qui a été piloté par Réseau CIVAM en partenariat avec l'ECUMA, Commerce Équitable et puis des Commerces Équitable France et puis des organisations de recherche. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Donc bienvenue à toutes et à tous. Donc ce séminaire est organisé par le réseau des CIVAM, enfin par réseau CIVAM plus exactement. Et très rapidement, réseau CIVAM, les CIVAM, ce sont des groupes d'agriculteurs et de ruraux qui travaillent de manière collective à la transition agroécologique sur les territoires. Ils constituent un réseau de près de 130 associations sur le terrain qui existe déjà depuis plusieurs dizaines d'années pour la plupart. Les CIVAM agissent pour une agriculture plus économe et autonome, une alimentation relocalisée au cœur des territoires et pour l'accueil de nouvelles populations et la préservation des ressources. Donc, la mission des CIVAM, c'est de contribuer à animer, à accompagner des groupes d'agriculteurs, mais aussi des groupes mixtes, comme on le verra aujourd'hui, qui intègrent aussi différents maillons de la chaîne alimentaire selon les principes de l'éducation populaire, pardon, et donc ils accompagnent des projets collectifs pour dynamiser le tissu rural. Voilà, ceci étant dit, ça c'était en guise d'introduction. Le webinaire, on va vous présenter l'ordre du jour. Donc on est deux co-animateurs, animatrices à Reza Sivam, donc ma collègue Laure Blondel qui se présentera juste ensuite. Et puis lors de ce séminaire, on s'appuiera aussi sur des témoignages d'expériences qui permettront d'illustrer concrètement ce que l'on entend par filière territoriale avec notamment Laure Millet de la collectivité Eau du Bassin Rennais et puis Antoine Parizeau du CIVAM Alpad dans les Landes. Nous aurons l'occasion de se présenter juste après. Et donc, je vais d'ailleurs commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Pascal Aubray, chargé de mission à Réseau CIVAM sur les questions d'alimentation et dynamique territoriale. Voilà, et je vais tout de suite passer la parole à ma collègue Laure Blondel qui va co-animer cette journée avec moi. Voilà. Bonjour à tous. Merci. J'espère que vous m'entendez bien. Si c'est le cas, je veux bien que vous me passiez un signe. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis Laure Blondel, collègue de Pascal Aubray. Je suis coordinatrice à Réseau CIVAM et je co-anime voilà, le sujet des filières territoriales avec Pascal à Réseau CIVAM. Donc, on va co-animer ce webinaire qui va nous emmener jusqu'à midi. Et ben du coup, puisqu'on était dessus, quelques petites règles de fonctionnement là pour le webinaire, pour les deux heures qui vont se passer. Donc, s'il vous plaît, veillez à couper vos micros quand vous ne vous exprimez pas, justement pour qu'on n'ait pas de bruit parasite et qu'on puisse bien entendre les intervenants. N'hésitez pas à indiquer votre prénom et votre nom, votre structure pour vous identifier. Voilà. On est un petit peu nombreux ce matin, on attend encore du monde. Pour les prises de parole, il y aura des temps d'échange et de questions aménagés à certains moments. Et vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire dans le chat et on veillera à pouvoir les lire et y répondre et à vous donner la parole pour les faire préciser si c'est nécessaire. Voilà, sachez que vous aurez les contacts de chacun des intervenants à la fin du webinaire, si ça vous est utile. Et enfin, dernière information, cette réunion est enregistrée, puisqu'elle pourra être rediffusée à des personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui ou réutilisées dans le réseau. Voilà, donc sachez qu'elle est enregistrée en espérant que ce n'est pas un problème pour vous. Voilà. Je vais vous donner un petit peu le déroulé du webinaire. Donc,
On va aborder ce matin différentes questions autour des filières territoriales. Dans un premier temps, poser un petit peu le contexte, les enjeux, la définition de ce que nous on appelle filière territoriale agroécologique. Et puis on aura la présentation de filières qui vont nous servir un petit peu de témoins, d'exemples là, pendant le webinaire par Antoine et Flore, à qui je vais laisser la parole après. Ensuite, on échangera autour des enjeux pour les acteurs de ces filières et ceux qui les accompagnent autour de trois axes principaux qui sont le partage de la valeur, la contractualisation et la gouvernance. À l'issue de cette partie-là, on prendra un temps d'échange. Et enfin, on abordera la question de l'accompagnement des filières territoriales et des différentes dimensions à aborder pour les faire émerger. Voilà. Et on prendra aussi un temps d'échange à l'issue de cette partie-là et on abordera enfin les ressources qui ont été produites dans le cadre du projet et les suites que nous, on souhaite donner à ça. Voilà. J'espère avoir été claire. S'il y a des questions, bah, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et puis peut-être, Flore, je te laisse te présenter pour que tu sois bien identifiée. Et puis après, ce sera le tour d'Antoine. Bonjour à tous. Donc effectivement, Fleur Millet, je travaille au sein de la collectivité Haut du Bassin Rennais et je suis responsable du programme et du projet Terre de Source, dont j'aurai l'occasion de vous parler un peu plus tard. Et Vas-y, bonjour tout le Antoine. monde. Antoine Parizeau, moi, je suis animateur d'un CIVAM dans les Landes qui s'appelle l'ALPAD et j'accompagne le développement de filières, donc Oléande, dont on va parler tout à l'heure, mais également d'une filière farine qui s'appelle Faire du blé et d'une filière chanvre qui s'appelle Cambadour. Eh ben, merci à tous les deux. Et bah, je te laisse la parole, Pascal, pour la première partie. Oui, donc on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet avec la première partie. Donc les filières territoriales et pratiques agroécologiques, de quoi parle-t-on finalement? On va poser un peu quelques éléments de contexte et enjeux. Bon, j'imagine que les uns et les autres vous connaissez déjà, hein. On va passer assez rapidement. Et puis on va venir directement à ce qu'on entend par filière territoriale et pratiques agroécologiques. On insiste là-dessus parce que c'est vraiment le cadre de notre travail. Donc en termes de contexte et enjeu, enfin, chacun connaît un peu le contexte agricole, alimentaire, avec une spécialisation des systèmes de production, hein, quand même depuis un certain nombre d'années, avec des conséquences sociales, environnementales qui sont connues, baisse du nombre d'agriculteurs en France, un impact aussi des filières, enfin, et de leur organisation surtout sur la qualité de l'eau. On parle d'érosion aussi de la biodiversité. Bon, je ne vais pas présenter de chiffres, hein, c'est des choses qui sont connues. On est parti aussi du fait que on avait quand même un certain nombre de producteurs qui remontent le fait que les filières longues sont peu rémunératrices. En tout cas, le partage de la valeur au sein de ces filières longues interroge une partie des agriculteurs. Et parfois, on a même on a des coûts, enfin en tout cas des paiements qui sont en deçà des coûts de production. On a un rythme de développement de l'agriculture biologique qui est relativement lent par rapport aux objectifs des politiques publiques. Donc ça, c'est des phénomènes que chacun connaît, qui sont aujourd'hui admis. Et puis, on commence à avoir, poindre depuis quelques années, un certain nombre de réponses, notamment sur l'alimentation, avec le développement de circuits courts alimentaires depuis les années 2000, enfin bien avant, mais en tout cas, il y a une effervescence depuis le début des années 2000. Et on considère que c'est intéressant, mais sans doute pas suffisant pour alimenter les grands bassins de consommation. On le voit à travers les dynamiques de PAT notamment, mais aussi un besoin d'enclencher un changement d'échelle pour pouvoir répondre justement à un changement d'échelle plus important, pour pouvoir répondre aux défis de la transition agroécologique. Et du coup, avec la nécessité de travailler sur la combinaison des deux, sur la combinaison partage de la valeur de transition agroécologique à l'échelle des territoires. Donc ça, c'est pour le contexte rapidement. Et ça nous a amené justement à travailler sur ce projet de recherche-action FITER, que je vais présenter très brièvement, hein, parce que là, il s'agit plutôt d'aller directement sur ce qui a été produit, sur les enjeux et les ressources qui peuvent être intéressants. Donc c'était quand même
En 2 mots, Filter, c'était un projet de recherche-action, recherche participative, qui a bénéficié d'un financement de l'Office français de la biodiversité dans le cadre du programme Ecophyto, qui s'est déroulé de 2022 à 2024. Et l'enjeu, il y avait deux grands objectifs. Le premier grand objectif, c'était de mieux répondre, de mieux comprendre la dynamique de développement de ces filières territoriales, en portant le regard notamment sur plusieurs éléments, sur les conditions de leur développement. Donc on est parti un peu de manière classique, hein. Ce qu'on fait dans les CIAM, c'est qu'on repère un certain nombre d'initiatives existantes sur le terrain. Et puis, à partir de là, on essaye d'en tirer un certain nombre d'enseignements en termes de partage de la valeur, pérennisation économique de ces filières, quelles questions ça pose, quelles questions, enfin, comment ça fonctionne d'un point de vue organisationnel par rapport aux filières longues que l'on connaît. Et en gros, quelle est leur contribution à la consolidation de pratiques agroécologiques. Donc, tout ça, ça faisait partie d'une première étape. Et puis, une fois qu'on a réussi à ressortir quelques éléments saillants autour de ces sujets, il s'agissait d'enrichir les outils d'accompagnement en les mettant à l'épreuve d'un certain nombre de filières en émergence. Et donc, on a travaillé en interstructure, c'est-à-dire que en termes d'accompagnement, on s'est rendu compte que c'était pertinent de mobiliser différentes structures, les structures de développement agricole, les collectivités, parfois les CUMA, les structures du commerce équitable. Donc, on a mis toutes ces personnes autour de la table pour essayer de tirer des enseignements en termes de ressources d'accompagnement. Voilà, donc filière territoriale en quelques mots, hein, de quoi parle-t-on? Nous, on a défini la filière territoriale comme étant une organisation collective où l'ensemble des étapes d'élaboration d'un produit, de la production en passant par la collecte, la transformation, est assurée dans un même territoire et où les ressources mobilisées tout au long de la chaîne alimentaire, que ce soit en termes de matière, argent, travail, sont locales. Alors après, une fois qu'on parle de local, on considère que, alors, on voit bien dans la pratique que chaque territoire définit son échelon local. Ça peut aller de l'échelle d'une intercommunalité jusqu'à l'échelon régional. Et autre particularité, c'est que on se restreint pas sur le nombre d'intermédiaires et on travaille la plupart du temps sur des produits locaux qui sont transformés. Voilà, puis après, j'ai mis ici la définition de l'agroécologie, donc, que vous connaissez certainement, hein, qui est issue de la loi d'avenir agricole du 13 octobre 2014. Donc, vous l'avez à l'écran, je n'y reviens pas en tant que tel. Et du coup, on va aller directement sur les témoignages pour essayer d'illustrer un peu les éléments de contexte. Donc, on a pris volontairement 2 territoires très différents. Un territoire qui est le bassin rennais et puis l'autre qui est les Landes, où justement pour illustrer différents contextes et dans lesquels peuvent se construire ces filières territoriales. Et donc là, je vais immédiatement passer la parole à nos témoignantes, et notamment à Flore pour la collectivité Haut du Bassin Rennais. Merci Pascal. Dans un premier temps, je voulais vous resituer qui est la collectivité Haut du Bassin Rennais. Donc, tu peux faire défiler, Pascal. On est le syndicat d'eau potable de Rennes et du bassin de vie rennais. Et de fait, nous avons 3 champs d'intervention, 3 compétences, la production d'eau potable, la distribution d'eau potable, mais également la protection de la ressource avant en fait d'aller la capter sur nos zones de captage et avant qu'elle rentre en usine de traitement. On a une particularité dans le bassin rennais, c'est que nos aires d'alimentation, elles sont situées loin de nos lieux de consommation et ce sont des ressources superficielles, donc très réactives aux pratiques agricoles notamment qui ont lieu sur les bassins versants. De fait, pour pouvoir mieux protéger la ressource et engager les producteurs qui sont loin des zones de distribution, on a développé un programme qui s'appelle Terre de source et qui est porté par cette compétence de protection de la ressource en eau potable, enfin en eau au global. Donc on s'adresse bien
aux agriculteurs et aux pratiques agricoles qui sont situés sur nos bassins versants en priorité. Et vous allez le voir par la suite un peu plus largement, ça s'est diffusé sur les EPCI en proximité et notamment dans les zones dans lesquelles on distribue l'eau potable. Tu peux passer, Pascal. Donc, qu'est-ce que c'est Terre de Source? Je vous l'expliquais, c'est un programme, on parle d'un programme, un projet, qui est porté donc par la collectivité Eau du Bassin Rennais, mais qui implique un consortium de partenaires. Et en fait, c'est un projet qui a été lauréat en 2019 d'un appel à projet TIGA, qui aujourd'hui aujourd'hui c'est devenu France Relance. TIGA, c'était Territoire Innovation Grande Ambition. Donc, il a été lauréat en 2019, il est financé pour 10 ans, donc il prend fin le 31 décembre 2028, avec pour mission de rassembler le citoyen et la production alimentaire autour d'un objectif commun, qui est la préservation de l'environnement et plus particulièrement la reconquête de la qualité de l'eau, la qualité de l'air et tout ça en passant par la transformation des modèles agricoles. Donc je pense qu'on est bien dans la définition de ce qu'exprimait Pascal tout à l'heure sur les filières territoriales, hein. On a vraiment l'ambition à travers ce programme de reconnecter production et consommation. Et on n'a pas cette ambition tout seul, puisque c'est une démarche collective, collaborative, qui emmène un consortium d'une 60aine de partenaires qui sont à la fois des partenaires privés, mais également des partenaires publics, des organisations agricoles. Et l'objectif, c'est bien de fédérer tous les acteurs du territoire autour de ce projet-là. Tu peux passer, Pascal. Finalement, notre programme, il est bien au service de la reconquête de la qualité de l'air, au service de la reconquête de la qualité de l'eau. Donc, on a des objectifs très ambitieux puisque nous, spécifiquement sur notre territoire, on a des problématiques en amont du captage, en amont des usines. On a des problématiques de teneur en pesticides qui sont trop élevées dans nos eaux brutes. On a des problématiques de nitrates qui sont trop élevées dans nos eaux brutes. Et on a des problèmes de matière en suspension avec des pics au moment des grosses pluies, avec des lessivages des surfaces agricoles, notamment sur l'automne et sur le printemps quand les surfaces sont nues. De fait, pour pouvoir relever nos défis d'améliorer la qualité de l'air et la qualité de l'eau, enfin principalement la qualité de l'eau, on a réfléchi à un programme avec des leviers qui a priori nous permettent d'atteindre ces objectifs. Et les leviers qu'on a identifiés, c'est bien d'accompagner techniquement et économiquement les agriculteurs situés sur les bassins versants à modifier leur modèle de production pour diminuer les pesticides, pour diminuer les nitrates et pour diminuer finalement le lessivage, ou en tout cas diminuer la quantité de parcelles à risque sur les territoires. Pour ça, on s'est dit que ça ne pouvait passer que par l'amélioration économique et donc le revenu des agriculteurs qui s'engagent, et donc par la stimulation de la demande locale. Et donc pour y arriver, on a développé tout un panel d'outils, dont la création d'un label pour que les consommateurs locaux, ils identifient les producteurs locaux qui s'engagent dans la transition agricole, et c'est le label Terre de Source. Donc Terre de Source, c'est à la fois un programme et un projet, mais c'est aussi un label qui est porté par les exploitations agricoles qui s'engagent, et sur certaines filières, il est porté par les produits qui valorisent les productions de ces exploitations agricoles. Un marché public qu'on a développé, qui est un marché de prestation de services, finalement, de protection de la ressource en air et en eau, donc une espèce de protection de services environnemental, que les collectivités rémunèrent en achetant les denrées alimentaires des producteurs identifiés dans le marché. On a structuré des filières, donc là je parle de filières, il y a bien des intervenants, il y a bien des intermédiaires, il y a bien des transformateurs qui s'engagent à acheter plus cher et à valoriser mieux les produits de ces exploitations agricoles. On a aussi un outil économique qui est un peu le bras armé du programme, qui est une SIC Terre de Source, que je vous détaillerai un peu plus loin. Et enfin, on a un volet d'éducation à l'alimentation durable qu'on propose en association avec les associations du territoire, justement, qui sont dédiées à l'éducation à l'alimentation durable. Tu peux y aller, Pascal. Je vous parlais tout à l'heure de nos territoires de bassin versant sur lesquels nous avons la compétence de la protection de la ressource en eau. Mais pour avoir un territoire cohérent avec les zones de production, il a fallu aussi embarquer les EPCI et potentiellement d'autres bassins versants. Donc, vous pouvez voir
sur cette carte, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais vous pouvez voir sur cette carte, alors pour ceux qui ne sont pas familiers du territoire, Rennes est ici. Donc vers le nord, on a Saint-Malo, vers le sud, on a Nantes. Là, on a Brest par là, et là, on a Paris. Et en fait, nous, donc, les territoires en jaune, ce sont les EPCI. Les territoires en bleu, que ce soit en bleu plein ou en bleu assuré, ce sont des zones de bassin versant. Donc nous, Rennes, nos bassins versants, là où on va puiser notre eau, ce sont les territoires bleu plein. Donc vous voyez, ils sont un peu loin de Rennes. Donc il y a celui-ci, le bassin versant de la Rance, le bassin versant de Chascanu. Et on a également le bassin versant du Couesnon, qui est cette zone en bleu pleine. Mais pour avoir un territoire contigu et être cohérent avec nos agriculteurs, on a embarqué le bassin versant du syndicat d'eau de Fougères, donc que vous voyez ici en bleu assuré. Et tout récemment, on a intégré le bassin versant Eau des Pardes de Bretagne, qui est le syndicat d'eau potable de Vitré Communauté et de cette zone-là. Et en parallèle de ça, il a fallu impliquer aussi les collectivités territoriales, donc les EPCI. Et on a pu, au titre de leurs compétences R, via les PCAET, on a pu intégrer les communes à rejoindre Terre de Source. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on avait des mesures de protection de la ressource en eau, et notamment la diminution de l'usage des phytos, ça avait un impact positif sur la qualité de l'air. Et donc, c'est à ce titre-là que les EPCI nous ont rejoints. Ce territoire de production terre de source signifie que tout ce qui est en couleur là permet d'intégrer les producteurs de ces zones-là dans la démarche terre de source. Et pourquoi c'est important? C'est parce qu'en fait, en lien avec le marché public, les territoires, enfin tous ces territoires-là peuvent accéder au marché public de protection de la ressource en air pour rémunérer le service environnemental rendu par les producteurs de leur territoire. C'est-à-dire que les producteurs qui produisent des tomates ou des légumes sur ces territoires-là, la commune qui est sur le territoire, elle peut acheter les tomates de ces producteurs-là en lui rémunérant un service de protection de la ressource en eau et en air. Donc c'est bien en parallèle du marché de denrées à laquelle la commune émerge déjà, émarge déjà, pardon. Tu peux passer, Pascal. Aujourd'hui, Terre de Source, c'est 120 agriculteurs, donc sur notre territoire au global, c'est tous les petits points que vous voyez en minuscules sur la petite carte. Parmi ces 120 agriculteurs, on a 82 agriculteurs en agriculture biologique, qui sont principalement des agriculteurs qui transforment sur l'exploitation ou qui fournissent en direct les marchés publics. On a 120 agriculteurs engagés, que ce soit dans de la vente en direct ou en filière. Et en fait, la particularité de Terre de Source, c'est qu'un agriculteur, quand il s'engage, il n'engage pas uniquement la production qu'il valorise, mais il engage toute son exploitation agricole. Et de fait, nos 120 agriculteurs, ça représente 8500 hectares de surface agricole engagée, c'est-à-dire 8500 hectares sur lesquels il y a des efforts de réduction des IFT, des efforts de réduction des nitrates et des efforts pour limiter le risque de lessivage ou de matières en suspension qui s'en vont de l'exploitation. Parmi les surfaces qu'on met en avant, on a 2 cultures qui sont zéro phyto, que je vais vous détailler peut-être plus tard dans la présentation, qui sont le sarrasin et le chanvre. C'est des cultures d'intérêt pour nous parce que c'est des vraies cultures outils. Dès qu'elles sont implantées, ça permet au global de diminuer les IFT sur l'exploitation. Et derrière, quand on implante quand on engage nos agriculteurs sur des nouvelles cultures, évidemment qu'on travaille le débouché pour assurer que ça ne soit pas des cultures juste pour un bénéfice environnemental, mais bien des cultures valorisées qui répondent à notre objectif de juste rémunération des agriculteurs. Donc on a 200 hectares de sarrasin, 25 hectares de chanvre. On a aussi des hectares de blé meunier, que ce soit en bio ou en conventionnel. C'est une des premières filières qu'on a structurées parce qu'elle est importante, parce que c'est souvent la culture rémunératrice pour l'agriculteur, notamment sur le bio. Et en parallèle de ça, on a 10 filières qui sont structurées au global et qui intègrent 20 transformateurs. Donc là, on parle aussi bien de filières végétales que de filières animales. Et vous le voyez, on a
des lieux de restauration et des points de vente qui permettent d'assurer des débouchés en parallèle du marché de la restauration collective. On a bien de la valorisation dans des magasins ou des lieux de restauration. Je vous en parlais, les trois syndicats d'eau, pardon, et les 7 EPCI qui nous ont rejoints pour faire un territoire contigu. Tu peux passer, Pascal? Et Alors, voilà, je vous parlerai plus tard des filières, je pense. Flore, je me permets, il y a une question Oui, dans le chat. oui. Quelqu'un demande si les 82 agriculteurs qui sont en bio étaient déjà engagés ou s'ils se sont convertis après avoir rejoint la SIC. Non, effectivement, ce sont des agriculteurs qui étaient déjà engagés en agriculture biologique. On en a 3 qui se sont convertis en rejoignant le programme. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des fortes ambitions d'aller chercher les agriculteurs conventionnels pour les faire progresser et pour leur donner la clé de la conversion si c'est ce qu'ils souhaitent. Mais effectivement, on a pas mal engagé d'agriculteurs biologiques parce que je vous le détaillerai peut-être plus tard, mais un agriculteur, quand il s'engage, un agriculteur conventionnel, quand il s'engage, il doit respecter un cahier des charges et s'engager dans un plan de progrès pour diminuer notamment ces phytos. Les agriculteurs biologiques, dès lors qu'ils sont situés sur le territoire, ils sont éligibles à terre de source. Et en fait, de ce fait, terre de source, en structurant des filières et en offrant des débouchés rémunérateurs, c'est vraiment un outil de maintien de l'agriculture biologique sur le territoire. Parce qu'on a un territoire qui est en ce moment sujet à la déconversion, que ce soit au niveau de l'élevage, mais aussi au niveau des productions végétales. De la même façon, on est un territoire qui est sujet à la décapitalisation dans les élevages et à la conversion des élevages en production végétale. Donc, on a pas mal de problématiques et on essaye de répondre à toutes ces problématiques au travers du programme Terre de Source. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Si, merci beaucoup. Oui, très bien, ouais. Ok. Merci Flore pour cette mise en bouche, j'ai envie de dire, sur les enjeux et puis la présentation du programme. On reviendra un petit peu tout à l'heure dans le déroulé sur les détails, la manière dont se partage la valeur, les questions agroécologiques. Et puis, Oui. sans plus de transition, je vais passer la parole à Antoine Parisot, donc, qui va nous présenter un peu le contexte dans les Landes, donc contexte complètement différent. Et à partir notamment de son expertise en matière d'accompagnement aussi de producteurs sur d'autres filières. Mais, du coup, je te laisse la parole, Antoine. Merci. Tout à fait. Du coup, Oléande, c'est une structure qui vient triturer du tournesol et du colza produits dans les Landes par une centaine de producteurs maintenant. C'est une filière qui a une quinzaine d'années, avec un volume de transformation d'environ 2500 tonnes par an, uniquement du coup de l'huile qui va être obtenue par pression à froid. Et l'objectif premier, c'était de récupérer les tourteaux pour des éleveurs. Donc, pour présenter un petit peu les Landes, je pense qu'on peut. Tu peux passer à la diapo suivante. Les Landes, c'est un territoire en fait dominé par le maïs. Quand on pense aux Landes, c'est monoculture maïs et monoculture de pin. Il faut savoir qu'en gros, la monoculture de maïs représente quasiment 60% de la SAU. Ensuite, ça va être des prairies et des zones inondables qui vont représenter le reste de la surface. Et les cultures de diversification n'existent pas ou peu, et c'est pour ça qu'a été créée cette filière oléicole. C'est dans un souci de diversifier les cultures pour les producteurs. Donc c'est les producteurs qui ont créé cette filière pour à la fois se récupérer les tourteaux pour l'alimentation animale, mais également valoriser des parcelles à faible potentiel. Faut savoir que vu que tout est orienté maïs, il y a un véritable verrouillage socio-technique et économique du maïs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'installation pour collecter des céréales autres que le maïs. Il n'y a pas des installations pour trier des céréales autres que le maïs. Il n'y a pas de conseillers qui vont pouvoir donner des bonnes pratiques sur d'autres cultures. Et du coup, en fait, toute la filière landaise, elle est vraiment orientée maïs. Et dès qu'on veut sortir de ce cadre, c'est très complexe, d'où la création de filières territoriales
directement par les paysans et par les adhérents. Donc on voit que ça amène une diversité dans les pratiques et notamment dans la rotation, puisque chez les adhérents, on avait fait un petit sondage, on voit que le maïs ne représente plus que 36% de la rotation, et le tournesol et le colza viennent prendre une part beaucoup plus importante dans les surfaces des fermes. Quelqu'un qui parle en même temps. Donc la filière oléicole, il faut savoir que quand elle a été créée, on disait aux producteurs, donc par les grandes structures du territoire, disaient aux producteurs, le tournesol et le colza, ça ne poussera pas dans les Landes. C'est encore un peu le discours qu'on entend, mais parce que ce verrouillage, il est tellement prégnant et fort que du coup, par exemple, le semoir pour semer le tournesol ou la batteuse pour récolter le tournesol, on va toujours l'avoir en dernier, et on va d'abord favoriser la culture du maïs plutôt que de favoriser cette culture ou ces cultures-là. Donc, tu passes à la diapo suivante, Pascal. Donc, comment est-ce que fonctionne un petit peu la CUMA et la structure Oléande? En fait, donc c'est le regroupement des producteurs au sein d'une CUMA qui va permettre de faire tout ce qui est transformation. Et ensuite, donc les producteurs vont soit récupérer l'huile et les tourteaux pour leurs élevages, soit ils vont, s'ils sont céréaliers purs, vendre l'huile et le tourteau à une SARL, qui est la SARL Oléande. Donc il y a vraiment deux entités juridiques qui permettent de faire fonctionner cette filière. Et ensuite, donc, on y reviendra, mais tout ce qui est accompagnement se fait par notre CIVAM et par la Fédération des CUMA. Parce qu'il faut savoir que sur le territoire, c'est un territoire très cumiste, avec 10% des CUMA nationales qui sont sur le territoire des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Donc il y a cette mentalité de vouloir tout mutualiser qui est assez forte. Donc après, on parlait de filière territoriale, tout ce qui va être issu de la filière va être vendu localement, que ce soit en restauration collective, que ce soit à des industries agroalimentaires, et va être du coup consommé dans l'ex-région Aquitaine pour la majorité des volumes. Les tourteaux, eux, vont servir aux filières d'alimentation d'élevage et vont être repris en grande partie par les éleveurs de la CUMA. Ok, merci Antoine. Donc là, vous avez eu deux présentations donc sur des contextes très différents de structuration de filière, hein. Antoine a mis en avant la filière Oléande, mais il en accompagne aussi d'autres. On va pas forcément les évoquer aujourd'hui, mais par exemple, il y a une filière farine, une filière chanvre qui se monte aussi dans les Landes, mais on fait un focus volontairement sur certaines d'entre elles. Et alors, pourquoi la création de ces filières? On va passer à la suite. Souvent, ce qui motive les producteurs en premier lieu, vous en doutez, c'est des questions économiques, notamment de captation de la valeur ajoutée sur les territoires. Donc, c'est ce qu'on va aborder maintenant, c'est-à-dire comment est-ce que ces filières s'organisent autour de la répartition de la valeur ajoutée, comment est-ce qu'on fixe les prix au sein de ces filières, comment est-ce que sont mises en place, comment est-ce qu'on arrive sur quelle base on ancre la question des pratiques agroécologiques, jusqu'où ça va en termes de contractualisation. Donc tout ça, on parle d'enjeux du collectif ou de collectifs autour des filières. Donc on va aborder ça maintenant sur cette deuxième partie. J'ai envie de dire, on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par la valeur ajoutée. Alors, quelques éléments issus du programme Filter, et puis après, de la même manière, on va étayer avec les témoignages d'Antoine et puis de Flore. Nous, ce qu'on a pu étudier, en tout cas dans le projet, c'est effectivement une des motivations premières des producteurs qui s'engagent dans ces filières-là, justement, c'est de capter de la valeur ajoutée. Donc, c'est un élément central hein, dans la vision des producteurs et de fait des acteurs parties prenantes. On y reviendra tout à l'heure, mais
On verra que les systèmes de gouvernance sont spécifiques aussi au sein de ces filières. À travers les enquêtes qu'on a pu faire sur le panel des filières qu'on a étudiées, grosso modo, les producteurs se déclarent plutôt satisfaits des niveaux de prix et de rémunération au sein de ces filières territoriales. Donc souvent, ça s'appuie sur des accords et des contrats entre les acteurs de ces filières. On verra quelques exemples tout à l'heure. Le commerce équitable fait partie, en tout cas, des systèmes de labellisation qui existent dans certaines d'entre elles. On ne va pas forcément y revenir à travers des exemples, mais en tout cas, c'est quelque part le format le plus formalisé et contrôlé en termes de contractualisation. Et au-delà de ça, en tout cas dans la définition même des prix, puisque c'était un enjeu qui nous semblait important d'étudier dans le cadre de ce projet, on a essayé de regarder comment est-ce que sont définis les prix au sein des filières entre les différents acteurs parties prenantes. Et on a défini, enfin en tout cas on a identifié deux modalités, alors il y en a peut-être d'autres, hein, mais en tout cas dans l'étude il y en a deux qui sont ressortis. Une première modalité de fixation des prix à partir des prix de revient sur les fermes, c'est-à-dire que les producteurs travaillent sur leur prix de revient et à partir de là, ils définissent avec les acteurs parties prenantes le prix qui est souhaitable, en tout cas à la sortie des fermes et puis en termes de répartition. Deuxième modalité de définition de prix, on part des références de prix de marché et puis on considère qu'au regard du cadre qu'on se donne, notamment en termes de pratiques agroécologiques, on y reviendra tout à l'heure, on ajoute un complément qui permet une petite plus-value qui permet de valoriser la filière considérée. Alors, je suis allé trop vite, non, c'est bon. En termes de pratiques agroécologiques, justement, là, on a pu voir sur 6 filières qu'on a étudiées plus spécifiquement dans le cadre du projet Filter, que les pratiques agroécologiques, elles s'appuyaient sur différentes modalités. Parfois, ça s'appuie sur en tout cas, à chaque fois, il y a des cahiers des charges qui sont bâtis, des chartes ou des cahiers des charges entre les différents acteurs. Alors, parfois, on est sur, vous voyez, par exemple, en Bretagne, il y a la filière Port-Authentique qui s'appuie sur l'élevage sur paille, limitation de la fertilisation azotée, pas de traitement antibiotique, pas d'OGM dans l'alimentation animale, et puis après, ensuite un cadre de progressivité. Sur une filière viande bovine dans la Vienne, donc là, on a une mixité d'élevage bio, non bio, avec des systèmes d'élevage qui maximisent le pâturage en prairie longue durée, un taux de production sans OGM et économe, et là encore avec un cahier des charges, avec un système de garantie participative qui permet aussi aux producteurs d'évoluer et d'aller vers du mieux-disant. La filière Orléans, j'y reviens pas parce que on vient d'en parler et Antoine le développera un peu plus tout à l'heure. Voilà, on a des filières farine sur le post-méjean avec une mixité bio-non-bio, des systèmes de rotation de culture, de suppression de traitement de pesticides progressivement sur les non-bio. Voilà, et puis une filière farine vers de l'eau dans le bassin parisien, donc labellisée commerce équitable, donc entièrement bio, avec une labellisation la spécifique et des rotations longue durée. Donc vous voyez, à chaque fois, on a quand même un certain nombre de cahiers des charges sur lesquels s'appuient ces filières, et souvent avec un socle de base et une progressivité fixée par le collectif. En termes de formalisation, bon, voilà, c'est un peu ce que je viens de dire, hein. Donc ça s'appuie parfois sur des labels existants, label commerce équitable, label agriculture biologique, label rouge, bleu, blanc, clair, etc. Et puis des engagements via des concertations entre les acteurs parties prenantes,
pour travailler sur la progressivité et favoriser les pratiques agroécologiques au-delà même des labels sur lesquels ça s'appuie. On a des contrats d'approvisionnement souvent, et ça un peu en écho à ce que disait Flore tout à l'heure. On a pu remarquer que les contrats, ou en tout cas la garantie des prix en termes de commercialisation font que ça aide à consolider les pratiques agroécologiques et même aller plus loin sur les pratiques agroécologiques. Ça fait partie des éléments qu'on a pu, qui ressortent clairement du projet Filter. Voilà, puis je vais laisser la place au témoignage là pour illustrer plus en détail là, à partir de quelques exemples de filières ces aspects partage de la valeur et transition agroécologique au niveau du projet Terre de Source et puis Hollande. Donc, eh ben Antoine, je te repasse la parole pour Oleande. pour témoigner sur Hollande. Merci. C'est exactement ce que tu évoquais. Oleande donc, va chercher. À la base, Oleande, c'était de se décorréler des prix du marché avec les coûts de production sur les fermes. Mais en fait, la guerre en Ukraine a fait voler en éclats ce système. Et aujourd'hui, c'est plutôt un système où on va être sur des prix du marché et on va chercher à valoriser avec un petit bonus, donc de 30 à 40 euros par tonne, les pratiques agroécologiques qui sont mises en avant par la filière. Et parce que la filière est maîtrisée par les paysans directement, ça permet aussi de garder la marge de la transformation directement pour les producteurs, avec une problématique qui est que le paiement ne se fait pas à la totalité à la récolte, mais s'échelonne sur 4 fois, donc avec un délai de paiement de presque 1 an. Donc c'est ce qui est dû à des problématiques de trésorerie lors de ces créations de filières territoriales. Et même après 10 ans de fonctionnement, c'est toujours ces questions-là qui priment et qui peuvent freiner de nouveaux producteurs à s'engager dans ce type de filière. Et après, tu parlais aussi du coup de tout ce qui est commerce équitable ou de déboucher avec des filières un peu plus longues, on va dire. Là aussi, donc Oleande cherche à trouver et à mettre en place valoriser les pratiques agroécologiques qui sont mises en œuvre. Mais c'est très compliqué de parler avec des industriels ou des filières un peu plus longues et de faire accepter des prix un peu plus élevés. Il y avait un acteur en bio qui avait été intéressé pour mettre en place un système type commerce équitable. Et puis finalement, avec la guerre en Ukraine, il est parti prendre de l'huile moins chère, qui n'était plus française et bio. Et en fait, il y a quand même cette négociation commerciale qui est encore assez forte et prégnante et qui freine le développement de ces filières-là, même malgré tous les autres bénéfices qu'on peut avoir en termes de développement territorial et d'engagement agroécologique. Merci Antoine. Du coup, Flore, je te passe la parole sur ces enjeux partage de la valeur et puis transition agroécologique à travers quelques illustrations de filières au sein de Terre de Source. Ouais, ça marche. Du coup, je vais vous présenter l'exemple d'une filière, mais nos filières longues, entre guillemets, elles se structurent un peu toutes de la même manière et j'espère que ça va répondre également à la question qui est sur le chat par rapport aux outils de récolte et de mise aux normes. Je vais vous illustrer la question du partage de la valeur et des discussions, en tout cas, qu'il y a par la filière Sarrasin, par une des filières Sarrasin qu'on a montées sur le territoire. Quand on parle de filière, on a une filière bio et une filière conventionnelle en général sur nos productions végétales. Donc aujourd'hui, notre filière Sarrasin, la globalité, elle regroupe 26 producteurs. Elle regroupe 3 moulins, des transformateurs, première transformation les moulins, second transformateur des restaurateurs ou des galetiers, potentiellement des petits industriels.
Elle intègre une société coopérative d'intérêt collectif qui est notre SIC Terre de Source. Et aujourd'hui, on a 2 sites de mise aux normes et de stockage du grain. Petite parenthèse pour répondre à la question, c'est un vrai enjeu, le site de stockage et de mise aux normes et de stockage du grain. Effectivement, la problématique du sarrasin, elle est elle est liée au fait que elle est prise en étau dans les récoltes entre les fins de blé et le maïs qui arrive. Donc en fait, sur les sites de stockage et de mise aux normes, il y a très peu de temps pour pouvoir acheminer le sarrasin pour qu'il soit séché avant d'être stocké. Le séchage, c'est une étape clé pour avoir un sarrasin de qualité et pour le stabiliser. Et effectivement, on a des sécheurs qui nous refusent le sarrasin après une certaine date parce que le maïs arrive et de fait, on n'a pas de disponibilité. On a des quantités qui ne sont pas non plus exorbitantes et donc qui ne permettent pas de déclencher les stockages qui fonctionnent avec un minimum de tonnage à l'arrivée. Donc, il faut qu'on aille sur des petits outils ou des outils intermédiaires. Et c'est vrai que c'est ce qui est en déficit aujourd'hui sur notre territoire. Donc, on arrive à en trouver principalement avec des agriculteurs qui ont un méthaniseur et qui utilisent ce levier pour pouvoir sécher notre sarrasin. Mais c'est aujourd'hui l'enjeu pour développer encore plus notre filière blé noir. Euh, pour vous détailler, en fait, pour travailler sur nos filières, on réunit tous ces acteurs autour de la table. C'est-à-dire que 2 ou 3 fois par an, donc au moment du semis, au moment de la récolte, et une fois hors période clé, on réunit donc les producteurs, les transformateurs première transformation, le transformateur seconde transformation et la SIC Terre de Source autour de la table. Les producteurs, en toute transparence, nous exposent leurs coûts de production, leurs leviers, leurs contraintes et toutes leurs craintes finalement. Le transformateur nous expose son coût de transformation, le stockeur également, et le deuxième transformateur nous expose aussi ses contraintes et notamment le prix de marché, parce que c'est souvent lui qui a accès au marché et notamment à la GMS, parce que c'est un peu moins contraint quand on parle à des meuniers qui sont directement en lien avec des restaurateurs. La vraie contrainte, on le voit, hein, c'est quand le marché final, il est lié à la grande distribution. Et en fait, en toute transparence, les échanges se font sur les coûts de production, les contraintes de chacun et le prix de marché. Et de fait, on arrive à trouver un consensus finalement qui permet, avec l'impératif de couvrir les coûts de production au niveau de l'agriculteur et d'avoir une rémunération et d'être connecté, de ne pas être complètement déconnecté du prix marché pour pouvoir trouver un débouché à nos producteurs. Donc effectivement, les discussions sont parfois houleuses. Et de fait, il a été décidé en comité de pilotage que le prix il soit pluriannuel parce qu'en fait, on se rend compte que quand tous les ans on doit se réunir pour rediscuter du prix, bah, potentiellement ça peut créer des tensions entre les acteurs et de fait, on ne discute plus d'autre chose que du prix. Donc pour pouvoir aller sur des discussions qui sont plus techniques, cahier des charges, solutions à trouver, il a fallu qu'on définisse un prix pluriannuel pour évacuer cette question du prix et faire en sorte qu'on la retrouve plutôt tous les 3 ans que tous les ans. Donc ça a été la première, c'est nouveau depuis cette année, hein. On a défini un prix pluriannuel. Nos agriculteurs n'ont pas voulu d'un tunnel avec un prix plancher et un prix plafond. Ils ont voulu un prix fixe en se disant que potentiellement certaines années ils seront perdants et potentiellement ils seront gagnants d'autres années. Mais vraiment, ils avaient envie d'évacuer cette discussion sur le prix. Et on a vraiment eu une adhésion à tous les maillons, y compris au niveau du transformateur final, qui peut aussi lui rassurer son débouché sur le fait qu'il n'y aura pas de fluctuation de prix. Et aujourd'hui, compte tenu des marchés ultra fluctuants, et ben, ça rassure aussi les acheteurs finaux d'avoir un prix fixe sur plusieurs années. Donc ça, c'est pour les discussions de prix. Et je vois une question sur la SIC Terre de Source. Effectivement, ça, c'est un outil qui est hyper précieux parce qu'on l'évoquait tout à l'heure, la question de l'avance de trésorerie par les agriculteurs qui collectent, qui revendent, mais qui ne revendent pas 100% de leur récolte au moment où ils la récoltent. Des meuniers qui potentiellement achètent, eux, au fil de l'eau
mais qu'on a au démarrage de notre filière sollicité pour acheter la totalité de la récolte au moment où elle était disponible. Donc c'était soit l'agriculteur qui faisait l'avance de trésorerie, soit le meunier qui faisait l'avance de trésorerie. Donc en fait, notre outil SIG Terre de Source est intervenu à ce niveau-là, c'est-à-dire que la SIG Terre de Source, elle est en capacité d'acheter 100% de la récolte à l'agriculteur au moment où elle est disponible. Elle est propriétaire du stock et elle le met à disposition des meuniers au moment où eux en ont besoin. Donc elle fait finalement cet office de banque ou de coopérative pour pour que le coût de l'avance de trésorerie, il soit supporté non plus par les agriculteurs ou les meuniers, mais bien par la SIG Terre de Source. Voilà un petit peu comment sont structurées nos filières. Juste une petite aparté sur la filière blé noir. Ça reste une culture qui est pas ultra rentable hein, pour les agriculteurs. Effectivement, quand ils sont dans les semis de printemps, ils doivent faire des arbitrages entre plusieurs cultures. Et le sarrasin n'est pas forcément en faveur des arbitrages parce qu'elle n'est pas forcément rentable et elle est complexe, puisque on l'a vu l'année dernière avec le printemps, l'été et l'automne qu'on a eu, on a quelques agriculteurs qui ont dû retourner le sarrasin sur leur parcelle parce que il n'a pas pu être récolté. Pour lever ce frein-là, c'est la même chose pour le chanvre. Vous le verrez apparaître quand on partagera les diapositives. On a aussi développé une filière chanvre qui est pas du tout rentable pour les agriculteurs. De fait, on est en réflexion sur la mise en place d'un PSE public, voire cumuler un PSE privé pour pouvoir rémunérer les agriculteurs sur le service rendu écologiquement par l'implantation de sarrasin ou de chanvre, déconnectés du prix de vente, puisque certaines fois, ils ne sont pas en capacité de sortir du sarrasin de leur parcelle. Pour autant, le service de diminution globale des phytos, il a été rendu, et de fait, on trouve des leviers pour pouvoir rémunérer ce service. Aujourd'hui, on le rémunère par de la subvention. Alors ça, c'est l'avantage d'être une collectivité territoriale qui porte le programme. On est en capacité de mettre en place des subventions dans le cadre des minimis pour pouvoir rémunérer ce service-là. Et on espère pouvoir le faire au travers d'un PSE en dehors du minimis. Voilà un petit peu pour les discussions concernant le partage de la valeur au sein des filières terres de source. Ok, merci. Flore, hop, donc le chanvre, Voilà, on le passe. chanvre Ouais, détaillé. tu voulais en dire deux mots ou... Non, pas spécifiquement. Ok. En fait, aujourd'hui, au niveau du chanvre, on est vraiment à l'état d'expérimentation. L'année dernière, on a pu tester la culture du chanvre à destination, enfin, chanvre industriel à destination d'une chanvrière en proximité de chez nous et donc culture orientée fibre. Cette année, on reteste le chanvre, mais sur un autre débouché qui est plutôt la graine. Et de fait, d'expérimenter, ça nous a permis d'aller comprendre quels étaient les freins à la culture du chanvre. Au-delà du manque de rentabilité éventuelle, il y a aussi toute la question des outils de récolte qui ne sont plus présents sur notre territoire. Et en fait, de mettre en culture ces nouvelles, ou de renouveler ces cultures sur notre territoire, ça nous a vraiment permis d'identifier quels étaient les freins à un développement plus massif. Sur le chanvre, c'est vraiment lié à la question des outils et à la question de la rémunération de l'agriculteur, pardon. Tu peux passer à la diapositive suivante, Pascal. Tout ça pour dire que sur ces deux cultures, sarrasin et chanvre, la question de la rémunération du service environnemental, elle est vraiment très importante pour pouvoir les développer massivement. Elles ont un réel effet bénéfique sur la protection de la ressource en eau. Elles ont un réel effet sur l'allongement des rotations, même au niveau agronomique, sur la structuration des sols et plus globalement sur la diminution des nitrates et des phytos. Et de fait, on doit les rendre un peu sexy pour les agriculteurs pour pouvoir les engager, soit en valorisant les débouchés, mais on le voit parfois, on en est même à se dire ça ne sort pas du champ. Donc comment on fait
pour engager nos agris sur ces cultures. C'est vraiment nos enjeux là sur les 3 années qui viennent. Et du coup, voilà, je pense que ça regroupe pas mal de problématiques que vous avez aussi sur vos territoires. Et de fait, le levier du PSE probablement va nous aider, mais, euh, mais ça reste des défis. Ok, merci Flore pour cet éclairage. Hop, ah, non, mais il Oui, restait. pardon, non, mais Ouais, c'est ce que tu as dit. c'est le résumé de ce que j'exprimais. Ok, merci. Euh, du coup, on avance un petit peu et cette fois-ci, on avance un peu plus dans la structuration des filières là, avec la question de la contractualisation, parce que finalement, donc là, vous l'avez un peu abordé, notamment Flore, mais en termes d'engagement, on a vu que souvent ça se matérialisait par des contrats, ces engagements dans le temps, à la fois sur les prix et puis sur les pratiques agroécologiques. Et bah là, l'enjeu, c'est que vous puissiez un peu à travers, enfin toujours chacun, là, Flore et puis Antoine, nous dire un peu comment ça se passe concrètement en matière de contractualisation entre ces différents acteurs sur les enjeux de prix et de transition agroécologique. Et du coup, je te repasse la parole, Je reprends la Flore. parole. Bon, bah, je vais vous réexpliquer ce que j'expliquais tout à l'heure, hein. Donc, on met bien tous les acteurs autour de la table. On a un vrai levier, c'est le levier du label et le levier du marché public. Donc, quand on met les acteurs autour de la table, j'évoquais plus spécifiquement tout à l'heure le marché, notamment pour le sarrasin, lié au prix de la galette en GMS, mais avec déjà le fait de pouvoir valoriser le produit à travers un logo, un label qui est porté sur le produit fini, ça permet de justifier un petit surcoût pour le consommateur dès lors qu'il est en capacité d'aller choisir ce produit-là. Mais on a aussi le levier de la restauration collective. Je pense que tu peux passer à la diapositive suivante, Pascal. Et c'est notamment le cas, ça a été un vrai levier sur notre filière blé meunier bio. En fait, donc là, vous voyez, hein, c'est notre diapo filière qui retrace un petit peu tous les acteurs qu'on a autour de la table. Mais en fait, en 2024, s'est installée sur notre territoire une boulangerie solidaire qui s'appelle Pain et Partage et qu'on a accompagnée dans la structuration et dans le montage. Pain et Partage, c'est une boulangerie solidaire à destination de la restauration collective et notamment de la restauration scolaire. C'est une antenne rennaise de boulangeries qui sont déjà implantées dans le sud, notamment à Marseille, à Montpellier, qui a été présente également à Lyon, mais qui ne l'est plus. Et en fait, leur enjeu, eux, c'est de rendre accessibles les petits pains bio pour la restauration collective. Dès lors qu'ils sont venus s'installer sur la région rennaise, soutenus par la région Bretagne, soutenue par la métropole de Rennes, soutenue par la ville de Rennes. En fait, ils ont souhaité s'investir dans les filières terre de source, c'est-à-dire valoriser un blé local produit à moins de 40 km autour de Rennes, transformé par des petits moulins du territoire. Et de fait, Pain et Partage a été un vrai levier lorsqu'ils se sont installés, puisque donc ils ont commencé à commercialiser des petits pains pour la restauration collective en février 2025. Et là, pour la rentrée, enfin pour la campagne de blé 2025, donc qu'on est en train de récolter là maintenant, on a doublé les volumes par rapport aux volumes qu'on avait l'année dernière. Et on prévoit pour les emblavements 2025-2026 de doubler encore les surfaces de blé pour pouvoir répondre aux besoins de pain et partage. Et en fait, toutes les discussions de contractualisation qu'on a pu faire avec les agriculteurs et avec les meuniers ont été faites cette année en présence de Pain et Partage, qui s'est engagé sur un prix de rachat de la farine, qui permettait d'aller rémunérer les agriculteurs bien au-delà du prix du blé bio qu'on a aujourd'hui sur le territoire et avec un engagement pluriannuel à 3 ans. Donc là, on a bien tous les signataires. On a le producteur, le stocker, parce que du coup, ça nous a permis d'engager
un acteur, une coopérative aussi de notre territoire qui est l'UFAB, qui est un stockeur, principalement sur les filières bio, mais qui s'engage aussi en termes de qualité, de mise aux normes, d'agréage du blé en fonction des besoins de cet acteur qui s'est installé. Nos meuniers et Pain et Partage, tous les quatre, et la SIC Terre de Source, tous les cinq sont signataires de ce contrat pluriannuel qui fixe le prix là pour les 3 ans qui viennent. Je pense qu'il y a, il y a une petite animation, à mon avis, il manque voilà, c'est ça. Et là, du coup, on est lié à une autre problématique, c'est que du coup, en augmentant nos volumes, on est lié à des problématiques de stockage sur notre territoire qui nécessitent des outils au-delà des petits outils qu'on avait avant. On a des très petits et on a des très gros. On n'a pas forcément d'outils intermédiaires. Donc, on doit accompagner la montée en charge du stockage et c'est en ça que l'UFAB est devenu un vrai partenaire dans la filière. Je vois des questions qui apparaissent en termes de commentaires de PS et de protéines, juste pour illustrer que nous, sur notre territoire en Ille-et-Vilaine, on n'est pas un territoire de production de blé meunier traditionnel. Donc, on a vraiment accompagné nos agriculteurs par les modes de production à produire des blés de qualité meunière. On a aussi accompagné notamment Pain et Partage, à travailler sur des pains bio qui n'ont aucun additif à travailler avec nos farines qui sont finalement un peu moins riches que les farines qu'ils ont l'habitude d'avoir dans le sud de la France. Donc il y a eu tout un travail d'adaptation de leur process à la réalité de la matière qu'on est en capacité de produire sur le territoire. Donc ça, c'est le premier point. Je vois une question sur le débouché Restocco. Eh ben, on n'a aucune assurance. Ils ont fait tout leur travail de démarchage. Ils ont un produit qui est qualitatif et qui est bien positionné sur le marché, malgré le fait qu'il rémunère mieux le blé. C'est une entreprise de l'ESS, donc elle a aussi des emplois aidés, donc je pense que ça aide à bien se positionner. Mais au-delà de ça, il y a aussi tout un consortium de partenaires, hein. C'est l'avantage d'être une collectivité territoriale et d'engager avec nous des EPCI. Donc la ville de Rennes soutient, Rennes Métropole soutient, et ça leur a permis de lancer des premiers marchés qui ont permis après derrière d'aller chercher les Crous et d'aller chercher des sociétés de restauration privées. Donc après ils ont fait leur leur travail commercial finalement de développement. Mais c'est vrai que les collectivités ont appuyé ou ont amorcé en tout cas les premières productions. Voilà. Merci Flore pour cette illustration. Même chose pour Antoine sur la question de la contractualisation, l'engagement dans la durée. C'est à Donc, toi. les producteurs, ils s'engagent un petit peu comme dans des CUMA classiques, donc sur des contrats avec soit sur des volumes, soit sur des hectares. Donc ça peut être lissé sur plusieurs années parce que le tournesol ne rentre pas forcément tous les ans dans la rotation, le colza ne rentre pas forcément tous les ans dans la rotation. Donc chez ces fermes, puisqu'on est sur des fermes qui sont de taille relativement modeste, hein, on est sur 40, 50, 70 hectares de SAU en moyenne. Donc souvent avec une part prépondérante pour le maïs, pour le gavage des canards. Dans le cadre de pratiques agroécologiques, on en a un petit peu parlé, mais la CUMA a un cahier des charges qui a été défini par les producteurs de la CUMA, donc qui interdit tout ce qui va être variétés résistantes et tolérantes herbicides, parce qu'elles peuvent être considérées comme des OGM. Donc, les producteurs ont interdiction de cultiver ces variétés-là. Ce qui entraîne forcément, en fait, derrière, une diminution des IFT. Donc, en termes de pratiques agroécologiques, on avait calculé il y a 2-3 ans, on était à 30 à 40% de réduction d'IFT par rapport à l'IFT de référence sur ces cultures-là. Et après, une des problématiques que l'on rencontre avec ces filières territoriales, c'est qu'on est souvent sur des cultures à vocation humaine. Et du coup, il faut réapprendre tout ce qui est qualité pour les producteurs, qui eux sont habitués à livrer du maïs. Peu importe les conditions météo, on peut récolter le maïs
sous la pluie et du coup avoir des développements de mycotoxines qui sont assez importants. Alors qu'avec le tournesol ou le colza et ou les autres filières que l'on développe comme le blé et comme le chanvre, il faut vraiment remonter en compétence sur la qualité, ce qui pose de véritables soucis et notamment lié au changement climatique aussi. 2024 par exemple, on a eu un automne qui a été très humide, je pense partout en France, ce qui a dû entraîner pour la première année du séchage du tournesol, alors que ce n'était pas des choses sur lesquelles les producteurs étaient habitués. Donc il faut aussi sans cesse s'adapter à toutes ces problématiques pour atteindre quelque chose de qualitatif, parce que derrière, les marchés sont exigeants. Et merci Antoine. Du coup, dernier élément là, sur cette partie organisationnelle, vous imaginez bien, et puis on l'a vu à travers les témoignages là en filigrane, que ces filières nécessitent souvent ou en tout cas s'organisent spécifiquement, et on a des nouvelles organisations qui se créent entre les différents acteurs parties prenantes. Donc là, c'est ce que nous, on avait observé dans le cadre de Filter. Puis là, on le voit bien à travers les exemples que vous avez, avec différents acteurs qui mettent en commun leurs compétences, leurs connaissances autour d'une chaîne de valeur. Donc on a des producteurs, des productrices, souvent des transformateurs, des stockeurs, des collectivités. Là, vous voyez, on a essayé de représenter les collectivités. Et souvent, ces différents acteurs se mettent autour de la table pour partager un certain nombre de valeurs, de besoins en fonction des territoires sur lesquels ils et elles sont situés. Les filières se construisent de cette manière-là. De manière un peu schématique, on a identifié différents modes d'organisation au sein du projet Filter. En tout cas, les modalités d'organisation de ces filières sont variables selon le contexte d'émergence de leur projet, selon les acteurs parties prenantes, les acteurs clés en tout cas. Et en tout cas, ces modalités d'organisation se construisent souvent de manière progressive, assez pragmatique. Les acteurs font aussi, apprennent à se connaître au fur et à mesure, et de manière adaptative aussi à partir des avancées et des échecs sur lesquels elles travaillent. Par exemple, monter une filière farine, ça s'improvise pas du jour au lendemain. Souvent, il y a des tests qui sont faits à petite échelle sur les fermes avant d'arriver à monter une unité ou à contractualiser avec tel ou tel acteur partie prenante. En tout cas, on voit bien que tout ça se monte progressivement. Et d'ailleurs, au départ des projets, la formalisation est souvent relativement faible et elle se renforce progressivement. En gros, ce qu'on a pu observer dans le cadre du projet Filter, c'est qu'une filière, elle se structure, la durée de structuration d'une filière, c'est entre 5 et 8 ans. Et si on veut qu'elle soit pérenne d'un point de vue économique, c'est souvent ouais, plutôt 8 ans que 5. Donc on est sur des pas de temps quand même relativement longs. Effectivement, la définition du cahier des charges, des règles de conduite, des règles de fonctionnement et leur formalisation, tout ça, ça prend du temps. On y reviendra sur la dernière partie, notamment en matière d'accompagnement. Et, euh, et donc là, simplement pour vous expliquer un peu ce que vous avez à l'écran, on a observé différents types d'organisation de filières. Bien évidemment, là, on est sur des schémas. Donc, vous avez en vert les producteurs, schématisés par les petits ronds verts, les transformateurs qui sont impliqués, et ensuite, donc en orange, et les distributeurs en bleu. Et selon les filières, on a des modalités d'organisation différentes. Dans le premier modèle que vous avez à droite, là, on est le modèle repose sur des relations bilatérales entre acteurs qui se rassemblent autour d'une charte, d'une marque. Mais vous voyez, il y a des interconnexions entre les uns et les autres, mais il n'y a pas forcément
de connexions, ou en tout cas les connexions entre transformateurs, entre distributeurs sont pas forcément très très fortes. Donc on est quand même sur un schéma un petit peu vertical, si j'ose dire. Le deuxième modèle, donc là, vous voyez, on a un acteur souvent central, souvent un transformateur, qui joue un rôle de structuration de la filière et qui coordonne l'amont et l'aval. En termes de débouchés, typiquement, c'est ce que nous a présenté à l'instant Antoine autour de la filière Oléande. On voit bien que la CUMA et la SARL jouent un rôle prépondérant dans la structuration de la filière et dans les interrelations entre les différents acteurs. Après, on a un troisième modèle qui est un modèle d'interrelation entre les acteurs, où finalement l'ensemble des acteurs se retrouvent au sein d'un même collectif. Là, on a un exemple qu'on a étudié, donc on ne présente pas là, mais que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure, c'est la filière viande bovine dans le monde morillonnais, où justement, ils ont décidé progressivement dans leur structuration aussi bien producteurs, transformateurs, distributeurs et même mêmes collectivités, de se regrouper au sein d'une même association. Donc, ils ont créé une association spécifique là, qui s'appelle Mon Plateau. Et c'est vraiment cette association avec ses différents collèges qui est l'organe de fonctionnement de la filière, ou en tout cas qui est un peu le moteur de la filière. Et ils se réunissent régulièrement. Donc, il y a une assemblée générale au moins une fois par an, enfin tous les ans. Et tous les ans, à partir du cadre qui se sont fixés, hein, du cadre de contractualisation, s'il y a des questions des producteurs en termes de prix, donc ils l'évoquent collectivement. Et donc, c'est vraiment l'ensemble des acteurs qui avancent en parallèle. Donc voilà. Bien évidemment, là, ce qu'on vous présente à l'écran, c'est des modèles types, hein. Dans la réalité, les filières qu'on étudie sont souvent des situations hybrides, hein. C'est pas aussi simple que ça, mais c'est juste pour faire comprendre les différentes modalités qui peuvent exister au sein en termes de fonctionnement de filière. Et puis peut-être pour illustrer ça, parce que les enjeux de gouvernance sont souvent fondamentaux, hein, aussi bien dans la structuration que dans le fonctionnement des filières. Même chose, je propose de vous passer la parole, du coup, Flore et puis Antoine, pour illustrer ça, notamment avec la SIC Terre de Source. Oui, tout à fait. J'ai pu l'évoquer un petit peu tout à l'heure, donc vous l'avez compris, là, on a structuré une SIC Terre de Source pour être pour expliquer l'avenir de la SIC Terre de Source, parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'expliquais en introduction, le programme Terre de Source, il est financé pendant 10 ans et il est porté par la collectivité Haut du Bassin Rennais. Demain, l'objectif, c'est bien que toutes les compétences que nous, on accompagne avec la collectivité du Bassin Rennais, ça soit la SIC Terre de Source finalement qui représente le développement des filières et tout ce qui va avec, toute la communication, tout ça. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais pour autant, la SIC Terre de Source, elle a été créée pour être le bras armé et, comme je vous le disais, le bras armé opérationnel de Terre de Source, que ce soit pour la recherche de débouchés ou pour le financement des filières. Donc aujourd'hui, on a vraiment une complémentarité dans la mission. Nous, au niveau de la collectivité ou du bassin rennais, on pilote le programme, on le développe, on structure les filières et on a développé le label, donc on est propriétaire du label Terre de Source. En gros, on monte les choses. Une fois qu'elles ne sont plus en mode montage ou expérimentation, elles passent en gestion autonome par la SIC Terre de Source. Ça, c'est sur le papier. Aujourd'hui, on est encore bien dans la collaboration des deux structures. Pour autant, la SIC Terre de Source, elle a vraiment ses missions propres qui sont liées à la commercialisation des produits labellisés Terre de Source et au management de tout ce qui est logistique, donc approvisionnement, tout ce qui est qualité au niveau des filières, mais aussi au niveau des agriculteurs qui sont transformateurs et qui fournissent la restauration collective, donc tout ce qui est lié à la qualité sanitaire des produits. Et comme je vous le disais, elle assure aussi dans les filières, elle fait l'avance de trésorerie. Donc elle est propriétaire du stock. Donc là encore, elle est responsable aussi du stock par la qualité. Tu peux passer à la diapo d'après, Pascal?
Pour vous expliquer un petit peu la gouvernance de cette SIC, c'est un outil qui se veut au service des agriculteurs, principalement, et majoritairement gouverné par les agriculteurs, mais bien au service de toute une filière et du débouché. Aujourd'hui, donc elle a été créée en 2022. Nous, on est porteur du programme depuis 2019. La SIC a été créée 2 ou 3 ans après pour accompagner vraiment le déploiement. Et elle réunit 105 associés qui sont répartis en 6 collèges. Je pense qu'on est un petit peu sur le dernier schéma que tu as présenté, Pascal, du coup, sur une gouvernance globale où tous les acteurs interagissent entre eux. Et c'est vraiment l'objectif de nos filières, c'est de créer de l'interaction avec chacun des intervenants pour que tous comprennent les contraintes de chacun et tous puissent créer le consensus sans frustration de part et d'autre de la filière. Donc aujourd'hui, notre SIC, elle a 105 associés, majoritairement des producteurs, et ça sera toujours le cas. Le président est un est un producteur, pardon, et ça sera toujours le cas. Excusez-moi pour le lapsus, mais j'étais en train de lire la partie objet de la SIC. Donc on a bien majoritairement des producteurs. On a 6 collèges, donc le collège des producteurs, le collège des transformateurs, les collectivités territoriales, et les syndicats d'eau éventuellement. Les initiatives citoyennes, c'est-à-dire qu'on a des associations qui sont représentantes des consommateurs qui font partie de la SIC, les partenaires financiers et le collège qui représente les salariés. Je reviens sur la partie initiative citoyenne, c'est hyper important qu'ils soient présents avec nous parce que dans les discussions qui sont inhérentes à la SIC, on a des discussions autour des cahier des charges de filière, mais aussi cahier des charges de production. Donc, comme on l'expliquait tout à l'heure, pour la contractualisation, le prix doit être discuté en considération du marché. Et ben, de la même façon, les cahiers des charges de production, ils sont discutés à la fois entre contraintes de producteurs, mais aussi attentes des consommateurs. Et parfois, on a plus de mal à trouver le consensus à ce niveau-là que de trouver le consensus au niveau du prix. Donc, on a des discussions qui sont hyper intéressantes aussi sur vraiment comment on construit et comment on fait évoluer nos cahiers des charges. Donc, au niveau de ces objets, donc vraiment la mission d'intérêt général, parce qu'une SIC, elle doit avoir une mission d'intérêt collectif et donc d'intérêt général. On est bien sur la fourniture de débouchés locaux et rémunérateurs pour nos productions et nos producteurs labellisés terres de source. Donc, de façon très pratico-pratique, on est un outil de logistique. La SIC prend les commandes par les collectivités qui achètent les produits terres de source. Elle prend les commandes et elle organise toute la logistique pour que les agriculteurs y puissent livrer sur la plateforme. Et ensuite, la SIC assure toute la logistique pour que la palette puisse être livrée avec les produits de tous les producteurs locaux à la collectivité. Et ça rend aussi service aux collectivités parce que les acheteurs n'ont qu'une ligne fournisseur, n'ont qu'un bordereau de commande, n'ont qu'une ligne de facturation. C'est ensuite la SIC qui, elle, ventile auprès des différents producteurs qui ont fourni la collectivité. C'est la SIC qui fait bien ce lien entre le producteur et l'acheteur. Elle organise aussi tout le système de management de la qualité pour assurer la labellisation et pour donner l'usage du label aux producteurs qui le souhaitent. Et enfin, elle assure évidemment tout le débouché commercial, donc à la fois la prospection des collectivités et des sociétés de restauration, mais aussi tout ce qui est débouché commercial lié à la GMS ou au magasin spécialisé, au privé finalement. Donc voilà un petit peu pour la SIC. Aujourd'hui, c'est un outil qui est fondamental dans la structuration de nos filières, mais ça reste un outil qui n'a pas atteint son équilibre économique, donc qui est fragile, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, elle ne porte pas tous les services que nous, on peut apporter en tant qu'agent de la collectivité dans la structuration et dans le développement de la filière. Je vois des questions notamment sur le contrôle du label. Oui, on est en train d'écrire le système de management. Dans le système de management de la qualité, c'est bien de faire tout ce qui est exercice de traçabilité de A à Z pour contrôler l'usage du label. Aujourd'hui, on labellise très peu de produits finis. On labellise les exploitations
Et donc, le logo qu'on met signifie que le produit est issu d'une exploitation qui s'est engagée dans un plan de progrès ou qui est labellisé Terre de Source. On souhaite aller jusqu'à la labellisation du produit fini avec le cahier des charges associé. Et donc, on est en train d'écrire toutes les procédures de traçabilité et tout le système de management de la qualité. Voilà pour notre gouvernance au niveau du programme Terre de Source et de la Ok, SIC. Ok, merci Flore. Et juste, donc je vais donner la parole à Antoine et après on aura un petit temps de questions-réponses, même si vous avez essayé de chacun d'y répondre au fur et à mesure. Et je précise aussi, Laure devra nous quitter un petit peu, Flore devra nous quitter un petit peu avant la fin, pardon. Et du coup, y compris sur sur le volet accompagnement. Peut-être que dans les questions-réponses, tu pourras peut-être apporter quelques éléments sur la manière dont vous structurez l'accompagnement, notamment en partenariat avec les acteurs locaux. Ouais, tout à fait. Voilà. Ça marche. Je Euh, pourrais, effectivement, je dois partir à 11h30, 35. Je peux déborder un peu. Et donc, j'essaierai de répondre à un maximum de questions. Mais vous aurez mes coordonnées par Pascal et Laure. Donc, n'hésitez pas s'il y a des besoins de précision. Je reste à votre disposition pour y répondre plus tard. ok, merci. Et donc, je passe la parole à Antoine. Même chose sur la gouvernance au sein de la filière Oléans, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi quelques questions là-dessus tout à l'heure dans le chat, donc ça permettra peut-être d'y répondre en direct. Donc ouais, la filière Orléans, c'est beaucoup plus simple, hein. On va dire que c'est une CUMA et une SARL. Alors pourquoi ce choix? Je vois pas. Une CUMA n'a pas la possibilité de faire de vente de produits. Donc pour les producteurs qui n'ont pas le besoin de récupérer des tourteaux ou récupérer de l'huile, il fallait bien une structure pour commercialiser. Et donc c'est ce qui a été fait via la SARL. Aujourd'hui, ce fonctionnement, c'est assez problématique. Et du coup, sur les filières que l'on accompagne, on part plutôt sur des structurations en coopérative, voire on essaie de mettre en avant des cycles. J'y reviendrai après dans tout ce qui est accompagnement, pour aussi impliquer davantage les acteurs des filières, un petit peu de tous les maillons, pour qu'ils se sentent impliqués et responsables. Donc aujourd'hui, la filière Oléande, c'est uniquement un conseil d'administration composé des agriculteurs et qui travaille avec le directeur commercial de la structure qui va vraiment piloter, manager et faire valider en fait les grandes orientations stratégiques à ce conseil d'administration. Du coup, aujourd'hui, c'est une structure qui est quand même assez simple en termes de gouvernance et de structuration. Et du coup, oui, par rapport à la CUMA et SARL, donc les limites, c'est vraiment les histoires de facturation, puisque la CUMA va facturer une prestation de transformation de pressage d'huile, et donc les producteurs vont être payés en tourteau et vont être payés en huile plutôt que d'être payés juste avec de la graine apportée. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on part plutôt sur les autres filières que l'on crée, sur directement des coopératives pour pouvoir avoir une seule ligne pour les producteurs pour que ça soit plus simple en termes de paiement après. Ok, merci Antoine. Ah oui, il y avait juste une petite diapo résumé très rapide. Donc en résumé sur pour clore un peu cette première partie, les filières territoriales permettent une organisation collective propre à chaque contexte, chaque territoire avec les parties prenantes. Donc il y a pas on voit bien qu'il n'y a pas de recette toute faite, mais c'est à chacun de bâtir sa propre organisation et elle bouge aussi au fil du temps. Donc, souvent, un cadre, même chose spécifique, qui permet un meilleur partage de la valeur. Donc, on l'a vu à travers les illustrations et les témoignages. Les modalités sont aussi adaptées en fonction des acteurs parties prenantes. Euh, donc, on a vu aussi que la sécurisation des prix consolide et sécurise souvent les pratiques agroécologiques, favorise les changements de pratiques, mais là, il faudrait vraiment, on voit bien qu'on travaille sur du temps long, donc c'est une vraie question derrière, c'est comment est-ce que on arrive à enrôler, j'ai envie de dire, plus de producteurs. Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément le temps d'évoquer ici, mais en tout cas, c'est une question qui se pose, y compris au sein de Terre de Source, il me semble. Voilà. Et puis, juste un dernier élément.
sur le commerce équitable. Le commerce équitable offre des modalités de contractualisation qui réunissent ces différents éléments. Là, ils ne sont pas là pour présenter ça, mais en tout cas, ils ont un savoir-faire et des cahiers des charges qui permettent à la fois de travailler sur les pratiques agroécologiques et de s'engager sur le partage de la valeur. Donc, il y a un certain nombre d'outils qu'ils ont bâtis et qui sont des outils qu'on a pu partager du coup dans le cadre de nos échanges de pratiques en matière d'accompagnement là, dans le filter et qui sont relativement intéressants. Voilà. Et puis on ouvre un petit espace de questions. Donc même si on a commencé à y répondre un peu au fur et à mesure. Donc si vous avez des questions, on peut se prendre 5 minutes en fonction de celle que vous avez. Et puis l'heure est là jusqu'à Flore, pardon, jusqu'à 11h35. Je ne sais pas si vous en avez. Est-ce qu'on les a toutes balayées dans le chat? Peut-être que Flore, tu peux dire quelques mots sur la question du marché public. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous m'autorisez à partager une diapositive qui présente un petit peu le marché public? Ouais, alors j'arrête mon partage d'écran. Vas-y. Je vous présente un petit peu comment ça fonctionne parce qu'effectivement, c'est complexe. Est-ce que vous y voyez quelque chose? Alors, oui. Ouais, c'est bon? Est-ce que tu peux le mettre en mode de plein écran, peut-être? Ouais, alors attends, je crois qu'il faut que je fasse comme ça. Ça marche pas là, hein? Non. Moi, j'ai J'y un. retourne, Oui. j'y retourne. Hop, hop. Un petit rectangle. Là, est-ce que c'est bon? Il est plus partagé là. Ah, mince. Non, vas-y, reviens sur la précédente. Il y avait un petit rectangle gris là qui apparaissait. Alors, c'est les problèmes du direct et de la technique. Oui, Mais là, c'est bon. c'est Ah, bon? il réapparaît un petit peu le rectangle là. Mais écoute, Et si je vas-y, vous le ouais. mets en mode diaporama? Attendez, hop. Est-ce que là, c'est bon? Non, toujours pas. C'est mieux. C'est un petit peu mieux le. Ah, bon. C'est pas idéal, mais c'est correct. On va t'écouter Ouais, vas-y, attentivement. vas-y. Ouais. Ok, juste pour vous expliquer. Donc, parce que c'est un peu particulier le marché public, et c'est ce qui fait un peu l'innovation. Comme vous l'exprimiez dans le chat, ça nous permet de contourner un peu l'interdiction de locavore finalement, ou de favoriser les agriculteurs locaux dans les marchés publics. On est bien sur un marché de prestation de services environnementaux. La collectivité du bassin rennais a créé un marché public de prestation de C'est services où? environnementaux. Ce marché public de prestations environnementales, finalement, de protection de la ressource en eau et de l'air, il a trois volets. Il a un premier volet d'amélioration des indicateurs environnementaux. Ça veut dire que les agriculteurs, ils sont rémunérés sur un progrès qu'ils font C'est sur pas leur exploitation. possible. Et ce progrès doit viser à améliorer la qualité de la ressource en eau et la qualité de l'air. Il y a un deuxième volet qui est la prestation d'éducation à l'alimentation durable et un troisième volet qui est l'accessibilité aux produits agricoles. Et finalement, quand une structure, une collectivité achète le produit agricole, elle vient bien rémunérer ces trois volets-là. Donc en fait, elle achète à un prix de marché sa tomate, mais elle vient verser un bonus d'amélioration des indicateurs environnementaux qui sont stipulés par le plan de progrès que l'agriculteur a fait. Et en fait, dans ce marché public, on engage à la fois les EPCI. Les EPCI, eux, ils peuvent émarger sur ces trois volets. Et les communes, elles peuvent, elles, émarger sur le volet d'éducation à l'alimentation durable et le volet accessibilité aux produits agricoles. Mais ça veut dire que pour qu'une commune puisse adhérer à ce marché et acheter des produits agricoles, il faut bien que son EPCI ait adhéré au marché public pour ouvrir
le volet amélioration des indicateurs environnementaux. C'est un petit peu subtil et ça, c'est plein de questions juridiques, donc je ne vais pas aller plus dans le détail que ça. Mais grosso modo, c'est un montage juridique qui nous permet d'aller privilégier les agriculteurs locaux en parallèle des marchés que détiennent déjà les autres collectivités. Et donc, en fait, on a limité ce marché public-là à 15% du budget d'achat alimentaire par les communes pour ne pas que ça vienne justement créer de la concurrence déloyale sur les marchés de denrées traditionnels qui sont portés par les collectivités. Et pour pouvoir émarger à ce marché, on a créé un groupement de commandes pour mutualiser ces achats. Et il y avait la question dans le chat de pourquoi c'est pas la SIC qui porte ce groupement de commandes. Bah parce que c'est bien une mutualisation d'achat d'acheteurs publics. Et comme c'est nous qui sommes, nous, collectivité du bassin rennais, qui sommes détenteurs du marché, il a fallu qu'on crée, nous, le groupement de commandes. En revanche, la SIC a répondu au marché, au service en co-traitance pour, enfin, les agriculteurs sont co-traitants du marché via la SIC Terre de Source. On a aussi Pomona qui a répondu au marché au titre d'un de ses agriculteurs, où on a la SIC Manger Bio 35 qui a répondu au marché au titre de ses agriculteurs aussi. Donc en fait, on vient rémunérer l'effort de l'agriculteur, mais l'agriculteur, il peut avoir des prestataires pour la mise en marché de ces produits-là. Voilà ce que je voulais vous présenter sur le marché public. Je ne sais pas si ça apporte des éclairages euh, et et si ça vous permet un peu de mieux comprendre comment on a pu contourner finalement cette interdiction d'achat local. Ok, eh ben merci Flore. Oui, je pense que ça apporte des éclairs. Je vais là sur ces éléments-là. Puis après, s'il y a des besoins de compléments, ben, des gens pourront te recontacter peut-être directement. Oui, bien sûr, sans hésitation, à votre disposition pour y répondre. Et il y a la demande de la slide, je la rajouterai, je vous l'enverrai Pascal et Laure pour que vous l'ajoutiez peut-être à la présentation globale. Ok, très bien. Je m'excuse, je dois vous laisser, mais à votre disposition plus tard pour répondre aux questions si besoin. Je vous fais confiance, Pascal et Laure, pour relayer mes coordonnées. Eh ben, merci à toi, Flore, pour ces Merci éclairages. beaucoup. Ouais, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Il y a une question pour Antoine dans le chat. Ouais, je la vois. Et du coup, en fait, les CUMA, donc c'est vraiment une utilisation du matériel. Donc, ça crée une ligne de facturation pour l'utilisation du matériel. Alors que dans les coopératives, les moyens de production sont déjà intégrés dans la structuration juridique. Donc, en fait, il n'y a plus cette problématique de facturation. Et on peut, par exemple, payer directement du grain aux producteurs sans leur facturer un coût de transformation. Alors qu'avec la CUMA plus SARL, on facture un coût de transformation et ensuite on vient acheter du tourteau et on vient acheter de l'huile, dans ce cas présent. Antoine, il y avait une question un peu plus haut qui était comment se forme-t-on à la création d'une CUMA ou d'une SIC? Est-ce que toi, tu as des éléments de réponse? Est-ce que de ta propre expérience? Non, bah, du coup, nous, localement, pour tout ce qui est création de CUMA, on a une fédération des CUMA, donc avec une grosse équipe salariée qui permet de faire ces créations-là. Et pour tout ce qui est création de SIC ou de SCOP ou autre, il y a d'autres organismes qui existent, l'Union des SIC et des SCOP, justement, je crois, qui permet justement d'aller vers ces créations-là. Nous, c'est des choses qu'on est en train de tester aussi, parce qu'on se rend compte de certaines limites, notamment par exemple sur la filière chanvre. On se rend compte que, Flore en parlait, hein, mais c'est une culture qui est difficilement rentable et pourtant qui a de forts impacts environnementaux. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on trouve d'autres solutions pour pas que ce soit que les agriculteurs qui prennent en charge cette perte de revenus liée à l'émergence et à la création de cette filière, et comment est-ce qu'on essaie d'impliquer d'autres acteurs qui peuvent être des collectivités, qui peuvent être des artisans dans le bâtiment, qui peuvent être des transformateurs, qui peuvent être des citoyens qui ont envie de s'engager. Voilà un peu les réflexions qu'on a, et le modèle SIC permettrait de pouvoir porter cette réflexion, et notamment tout ce qui peut être investissement
dans ce cadre-là, quoi. Mais on va peut-être y revenir avec tout ce qui est accompagnement, Pascal, je pense, juste après. Ouais. Bah, d'ailleurs, c'est peut-être une bonne transition, sauf s'il y a d'autres questions que vous avez relevées. Peut-être qu'on peut enchaîner sur la partie accompagnement. Il y a une remarque justement sur la partie accompagnement, donc on peut y aller. Alors, je vais repartager mon écran. Hop. Oui, il y a une remarque dans le chat qui dit que les chambres régionales de l'ESF peuvent orienter ou accompagner pour ces démarches. Donc, voilà. Ouais. C'est comment on travaille avec les autres acteurs du territoire aussi pour monter en compétences et accompagner ces dynamiques collectives. Donc, en effet, là, on va parler de la question de l'accompagnement des filières territoriales. C'est une des dimensions qui a été étudiée dans le cadre du projet Filter. Pascal l'a dit en introduction du webinaire, mais notamment quand on se place dans nos réseaux, il y a une expérience, une expertise en termes d'accompagnement de collectifs d'agriculteurs, notamment dans le changement de pratique et la transition agroécologique. Et c'est poser la question de voilà, comment on accompagne l'émergence, la mise en place, la pérennisation de ces filières territoriales. Sachant que voilà, quand on part de nos réseaux, la question de accompagner, c'est aussi une histoire de posture et c'est aussi comment on arrive à se mettre au service d'un collectif ou d'un projet pour accompagner sa mise en place, pour l'accompagner vers l'autonomisation, que ce soit un individu, un collectif, un projet. Euh, donc, dans le cadre des filières territoriales, et je veux bien que tu avances, Pascal, du coup, c'est toi qui mettrais les PowerPoint. On a choisi de segmenter là, les besoins d'accompagnement en trois grands axes, pardon, qui représentent les composantes principales des filières territoriales, qui sont bien des organisations collectives qui mobilisent une part de la technique pour produire souvent des nouvelles productions et les transformer, et puis qui reposent sur un cadre économique qui permette leur fonctionnement. Donc, on a un peu segmenté l'étude, enfin les différentes dimensions de l'accompagnement au regard de ces axes-là, organisation, technique et économique, sachant que de mettre en place et développer ces démarches collectives de différenciation, de valorisation des produits sont des actions collectives qui sont à la fois sectorielles, puisqu'on parle de produits, et territoriales, et qui combinent différentes dimensions matérielles, organisationnelles et idéales. Et donc, ça veut dire, quand on est en charge de l'accompagnement de ce type de dynamique, d'être capable d'accompagner les différents volets et les différents types d'actions. Donc, sur l'axe organisationnel, voilà, je vous laisse regarder un petit peu la diapo. L'objectif, c'est de pouvoir organiser le besoin d'échange au sein des collectifs et d'être là pour faciliter les échanges entre les acteurs et d'apporter un peu un regard et une réflexion extérieure, sachant que pour chacun des axes de l'accompagnement qu'on aborde là, ça veut aussi dire être capable de monter en compétences sur différentes dimensions, ingénierie de projet, compétences juridiques, et de savoir s'accompagner aussi d'autres acteurs qui peuvent apporter leur expertise à certains moments. Donc, quand on parle d'organisation, on parle du cadre de référence, de définir quelles sont les valeurs et les objectifs de la filière et de pouvoir mettre en face une stratégie et des modes d'action, voilà, avec différentes étapes d'échange, de favoriser la dynamique collective et puis des entrées un peu spécifiques, quel cadre juridique, quel mode de contractualisation, quel engagement collectif. Sur le volet technique, l'objectif, c'est bien la mise en place d'une chaîne de valeur qui va de l'amont de la production à l'aval, la transformation et la logistique. Donc, ça demande encore une fois d'être en mesure d'accompagner les collectifs sur ces différentes dimensions-là. Et puis, à la partie production à proprement parler,
avec souvent de l'expérimentation pour la mise en place de nouvelles pratiques. Et puis cette question de comment on sécurise cette production-là. Voilà, c'est des choses qui ont déjà été évoquées par Flore et Antoine. Et puis sur la partie commercialisation, on va mettre ça plutôt dans le volet économique. Ouais, merci Pascal. Sur la partie économique où le problème se pose selon différentes dimensions. Il y a déjà quel modèle économique on veut mettre en place pour la filière, avec des questions de dimensionnement, de faisabilité, et puis cette question du prix dont on a parlé. Et ça veut dire souvent un travail autour du prix de revient ou de la connaissance du marché. Et là encore, ça se fait souvent en discussion et en partenariat avec les différents acteurs de la filière. Il y a cette partie développement commercial, je ne vais pas revenir dessus. Et puis, il y a ce qu'on peut mettre derrière le mot ingénierie financière, mais souvent aussi, c'est quel financement on peut avoir pour l'accompagnement, l'ingénierie ou les investissements qui sont nécessaires à la mise en place de ces filières. Donc ça, c'est pour l'approche un petit peu sectorielle de l'accompagnement des filières. Du coup, on voit qu'il y a une grande diversité en termes de besoins d'accompagnement, beaucoup de compétences à mobiliser. Et puis, derrière filière territoriale se cache quand même une grande hétérogénéité, donc un grand besoin d'adaptation en fait à chacune des dynamiques qui se met en place et à chacune des filières. Donc avec aussi une vraie question sur la montée en compétence des personnes qui accompagnent. Voilà. Tout à l'heure, on a eu la question de comment on se forme à la création d'une CUMA ou une SIC. C'est typiquement les questions que vont se poser les accompagnateurs, accompagnatrices de ces filières. Et puis après, pour poursuivre, Pascal l'a évoqué, mais souvent, c'est la démarche de création de filière, elle s'inscrit dans un temps long. On a dit entre 5 et 8 ans, c'est une moyenne, ça peut être plus. Donc, c'est aussi des besoins qui sont mouvants selon les phases de développement des filières, selon qu'on soit en phase d'émergence où souvent on a des besoins plus en lien avec la question du développement de nouvelles productions, de pouvoir définir aussi les contours du collectif ou les objectifs qu'on a envie de se donner. Et puis quand on va être en phase de lancement, de réalisation, avec les questions autour de la transformation, du lien aux autres acteurs du territoire. Voilà, puis en phase de consolidation, voilà, les besoins d'accompagnement, ils vont être évolutifs aussi dans le temps et ça demande d'une part de pouvoir l'anticiper et d'autre part de pouvoir encore une fois s'adapter. Et enfin, en lien avec la question aussi de l'autonomisation en termes de compétences et de l'autonomisation financière des filières, se pose la question à long terme, voilà, des moyens pour pérenniser les filières et de comment on pérennise également l'accompagnement qui est dans l'accompagnement nécessaire. Et c'est là peut-être aussi qu'on peut faire le lien avec l'exemple de la SIC qu'a donné Flore ou ce dont tu parlais Antoine, c'est de dire comment à un moment donné aussi ces besoins d'accompagnement peuvent être internalisés dans le fonctionnement des filières. Parce que même quand on est dans une phase de pérennisation, en tout cas qu'on est sur une filière qui se stabilise, il y a toujours un besoin de pouvoir accompagner le développement, le re-questionnement, le contrôle des engagements, etc. Donc il y a cette question-là de comment on autonomise les filières et comment on intègre ce fonctionnement-là en routine dans la filière. Voilà. Peut-être Antoine, je te laisse la parole si toi tu veux nous apporter un peu ton éclairage en tant qu'animateur de collectif à la base. Oui, mais je pense qu'avec les deux témoignages qu'il y avait aujourd'hui aussi, ça montre un peu les différences qu'il peuvent y avoir. Nous, à la différence de Terre de Source, on est un tout petit CIVAM et on regroupe les paysans pour qu'ils se structurent pour recréer des filières et recréer des débouchés en fait pour leur culture.
Parce qu'en fait, si personne le fait, enfin, si c'est pas eux qui le font sur le territoire, en fait, personne ne le fait à leur place. Et ils n'ont pas de débouchés pour ces cultures, alors qu'ils ont cette envie d'aller vers une amélioration de leurs pratiques agroécologiques, notamment liées aux impacts du changement climatique que l'on peut voir arriver là de plus en plus, notamment sur l'irrigation, en tout cas sur le maïs, puisque on se rend compte qu'avec les canicules et les sécheresses, le modèle maïs il est fortement remis en cause. Et du coup, il faut nécessairement s'adapter et trouver des solutions, et les filières en font partie. Mais ça demande effectivement du long terme. Moi, je suis plus sur des ordres d'idées de 10 ans entre l'idée et on va dire, une première consolidation de filière. Mais c'est aussi parce que donc, dans l'accompagnement, je pense qu'il n'y avait pas assez de ressources et de capitalisation pour les animateurs. Aujourd'hui, ça change un petit peu, on commence à en parler alors qu'avant, on n'en parlait pas. Et donc juste peut-être je peux prendre comme exemple la filière Oléande et les autres filières qu'on accompagne, mais en gros l'émergence ça a commencé en 2005-2007. Ça a commencé avec une petite presse mobile qui tournait de ferme en ferme. L'idée c'était de récupérer les tourteaux pour les élevages en lien avec une grave crise agricole et énergétique. Et rapidement les agriculteurs se retrouvaient avec des dizaines et des dizaines de litres d'huile, ils mettaient dans les tracteurs. Donc au bout d'un moment, ça ne fonctionnait plus. Et c'est là qu'en fait, ils sont partis sur l'embauche d'un commercial. Et je pense que c'est un point clé dans toutes ces filières, c'est véritablement ce développement commercial, parce que ce n'est pas forcément des compétences des agriculteurs. Ils n'ont pas forcément le temps nécessaire pour faire tout ça. Donc aujourd'hui, en fait, c'est presque la première chose qu'on va essayer de faire financer pour les agriculteurs, c'est du temps de sensibilisation, commercialisation, communication, pour vraiment différencier les filières que l'on essaye de créer. Bien sûr, en parallèle des essais au champ, mais c'est vrai que donc, nous, on a un peu toutes ces compétences dont tu as parlé. On travaille à la fois sur l'aspect technique, l'aspect organisationnel, l'aspect économique, la recherche de financement. Voilà, l'animateur ou l'animatrice, c'est véritablement le couteau suisse du projet si on veut que ça se développe, et il faut une grande implication pour mettre en œuvre ça, ou alors il faut trouver d'autres partenaires qui sont prêts à s'engager sur ce genre d'accompagnement. Donc pour revenir à la CUMA et à la SARL Oléande, pendant plusieurs années, donc le modèle économique il était très fragile, puisque il fallait dégager ce besoin de trésorerie pour pouvoir rémunérer un petit peu les producteurs. Et on va dire que ça fait que depuis, je crois que ça a mis 6 ans à ce que le premier exercice soit positif pour arriver dans un fonctionnement plus ou moins de routine. Et aujourd'hui, donc il y a 3 ans, il y avait la guerre en Ukraine, donc ça a rebalayé les cartes. Il a aussi fallu réaccompagner les producteurs là-dessus. On voit qu'il y a aussi un besoin d'accompagnement technique parce que la culture du tournesol ou du colza, elle est fortement impactée par le changement climatique, et c'est là où en fait il y a tout le temps besoin d'intervenir, de réquestionner la filière et de l'améliorer entre guillemets de façon continue. Pour revenir aux filières là maintenant qu'on accompagne, moi je pense qu'il faut pouvoir intégrer dès le plus rapidement possible en fait les différents acteurs de filière, que ce soit les futurs clients et les producteurs, et que tout le monde comprenne un petit peu les problématiques de chacun. Donc je pense que c'est ce qui est aussi fait dans la filière terre de source. Mais je pense que c'est quand même primordial. Alors il faut juger la bonne temporalité pour associer les acteurs. Mais c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus pour que tout le monde comprenne et soit conscient de tous les leviers ou tous les freins à lever pour que ça fonctionne. Et après, il faut aussi réussir à... Enfin, nous, on part du coup de la base des agriculteurs. Et ce qu'on a comme point de vigilance aussi de plus en plus, c'est que ça ne soit pas eux les seuls à porter la filière. Notamment parce qu'on a eu des cas où, en fait, il y a 1 ou 2 leaders dans le groupe qui va véritablement porter la filière, qui va du coup mettre en péril sa ferme et qui peut arriver aussi à des situations de burn-out professionnel. Parce que en fait, c'est une charge mentale qui est assez forte de porter une filière.
Ça peut être c'est une charge économique et un investissement en termes de temps à y passer qui est hyper important parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a plein de questions et que ça prend forcément beaucoup, beaucoup de temps, quoi. Donc maintenant, c'est des choses qu'on essaye de regarder et on essaye de limiter cette prise de risque, de trouver des dispositifs économiques pour faire financer le lancement de ces filières, que ce soit à travers, par exemple, des GI2E, que ce soit à travers d'autres appels à projets qui peuvent exister pour un peu essayer d'amorcer le lancement de ces filières, le lancement de ces débouchés. Voilà un petit peu comment on essaye d'avancer, sachant que voilà, on n'a vraiment pas de gros moyens et on y va un petit peu à tâtons. On découvre de nouveaux dispositifs d'année après année. On essaye de trouver voilà, toujours un peu de bidouiller pour que ça fonctionne. Et pour l'instant, c'est pas trop mal. Alors, merci Antoine. Je pense que c'est là aussi la complémentarité entre nos organisations et les institutions publiques peuvent jouer justement pour trouver les leviers. Il y a une question dans le chat, je ne sais pas si tu pourrais répondre, mais c'est comment on fait pour financer un commercial par de l'argent public? Comment vous avez... Par exemple, il ne faut pas l'appeler commercial, il faut l'appeler sensibilisation et communication. Voilà. Et nouer en fait des partenariats entre l'amont et l'aval pour développer tout ça, quoi. Donc voilà comment on essaye tout dépend des cadres des financeurs, mais c'est des choses qui peuvent rentrer dans ces cadres. Tout dépend comment on le rédige aussi. Mais en fait, il faut se rendre compte que si on n'a pas ce travail de commercial, en fait, la filière, elle ne marchera pas, quoi. Enfin, nous, c'est clairement les limites que l'on voit dans toutes les filières que l'on crée, et je pense que c'est pareil au niveau national. S'il n'y a pas un maillon pour aller faire ce boulot, très clairement, ça ne fonctionne pas. La filière huile, ils avaient des stocks d'huile sur les bras, qu'ils ne savaient pas quoi faire. Ils n'avaient même pas imaginé le vendre en alimentation humaine, ils n'avaient pas imaginé le vendre à d'autres types de débouchés. Pour eux, c'était juste on le met dans le tracteur, quoi. Et ça va être la même chose, par exemple, sur de la farine. Je sais qu'on avait eu des discussions avec Terre de Source. C'est comment est-ce qu'on fait payer un prix un peu plus élevé. Et là, il faut y passer. Par exemple, la profession des boulangers, elle est un peu comme les agriculteurs. Ils ont été habitués à avoir des recettes toutes faites, à avoir des farines qui sont avec des additifs. Quand on repasse avec des farines sans additifs, il y a besoin d'accompagnement. Il y a besoin de les reformer. Et du coup, il y a besoin de quelqu'un, quoi. Tout simplement. Ok. Merci Antoine. On arrive bientôt au bout du webinaire. On avait prévu un temps quand même d'échange de questions s'il y en a d'autres à ce moment-là. Je pense qu'on a traité toutes celles qui étaient dans le chat, mais si ce n'est pas le cas, j'allais dire remettez-la ou manifestez-vous. S'il n'y a pas plus de questions là rapidement, je propose qu'on avance pour conclure, compte tenu de l'horaire. Alors, on voulait terminer quand même en vous présentant les ressources qui ont été produites dans le cadre du projet Filter et puis des suites qu'on y donne cette année puisque le projet s'est achevé fin 2023. Sachez que du coup, on a une page web sur notre site internet de Réseau Civam qui présente l'ensemble des résultats Filter et notamment une publication sur les filières territoriales créatrices de valeur et vectrices de pratiques agroécologiques, quelles conditions de réussite, où on retrouve l'ensemble des enseignements qu'on a tirés de l'analyse des 6 filières qu'a présenté Pascal. Donc des choses qu'on a présentées aujourd'hui et puis d'autres infos sur les filières qu'on n'a pas pu développer là. Un des enjeux, en faisant écho à ce que disait Antoine à l'instant, c'est qu'il n'y a pas tant de ressources que ça. Enfin, il y a besoin de mise en réseau et de ressources pour monter en compétence sur l'accompagnement de ces filières territoriales. Donc, on a créé un centre de ressources que vous retrouvez aussi en ligne via la page web Filter, qui a cette vocation-là de pouvoir centraliser l'écran. L'écran partagé a changé. Si tu voulais remettre le lien du centre de ressources, peut-être, Pascal.
Voilà, un centre de ressources où on retrouve de nombreuses ressources et outils sur ces questions des filières territoriales, des retours d'expérience. Et c'est un outil, ce centre de ressources, qui a vocation à être animé et qu'on va continuer à alimenter dans le temps. Voilà, un réseau CIVAM. Donc, si vous-même, vous avez des ressources à partager, n'hésitez pas à nous les faire remonter. On pourra les mettre en ligne. Voilà. Et puis, suite à Filter, a émergé l'idée, enfin le besoin aussi de formation. Donc, on est en train de construire une formation sur l'accompagnement des filières territoriales agroécologiques qui doit avoir lieu les 9 et 10 octobre à Paris. Avec nos interventions et avec l'intervention aussi d'une autre accompagnatrice de filière. Voilà, pour les personnes qui sont en phase d'accompagner les filières, soit en phase d'émergence, soit en phase de consolidation. Euh, voilà. Voilà ce que je pouvais en dire. Et puis après, au niveau de réseau CIVAM, c'est une thématique qu'on souhaite continuer à animer pour continuer d'outiller nos groupes. Et on le fait aussi en lien avec d'autres acteurs qui sont aux manettes du développement de ces filières territoriales agroécologiques. Et je pense notamment à des agents de collectivité. Vous étiez assez nombreux à être inscrits au webinaire aujourd'hui. Et du coup, on a mis en place un groupe d'échange de pratiques qui a vocation à faire du partage d'expériences, d'analyse de pratiques et du partage d'outils et de ressources, voilà, pour encore une fois l'accompagnement de ces filières-là. Donc, vous pouvez aussi revenir vers Pascal ou moi-même si vous voulez plus d'informations sur l'ensemble de ces éléments-là. Voilà. Et je pense qu'on arrive au bout. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Et sinon, il est 12h01, on est pas mal. On a rempli nos objectifs. Eh bien, merci à vous. Ouais. Oui, pour le groupe d'échange de pratiques, est-ce qu'il y a besoin d'être adhérent CIVAM ou est-ce qu'on peut échanger librement avec Non, d'autres? alors pardon, je vous vois pas, je ne sais pas qui parle. Claire Debras. Ouais, j'ai pas de caméra, excusez-moi. Et J'ai levé la main. Ouais, Je suis pardon. du PNR Vexin. D'accord, ok, merci, pardon. Non, en fait, c'était pour le coup là, on a mis en place un groupe d'échange qui est ouvert à d'autres types d'acteurs, pas forcément que des accompagnateurs, accompagnatrices CIVAM, et on retrouve notamment oui, des agents de collectivité. C'est l'idée aussi de pouvoir un peu faire du transfert et de l'échange entre les acteurs qui sont concernés par ces filières. Alors, il y a eu une première réunion en visio, c'est essentiellement de la réunion en visio, hein. Là, au mois de mai, le groupe n'est pas stabilisé. Après, l'idée, c'est de pouvoir aussi stabiliser un groupe qui peut permettre de faciliter les échanges. Mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers Pascal ou moi pour qu'on puisse vous y intégrer. Ok, merci. Il y a une question sur avez-vous des ressources sur les filières fruits et légumes? Alors, c'est vrai que c'est pas des filières qu'on a étudiées spécifiquement dans le cadre du projet en tant que tel. Donc, des ressources, alors, sauf erreur de ma part, on les a pas directement, nous, à notre niveau. Par contre, on a la possibilité éventuellement de renvoyer sur des expériences déjà existantes en la matière. Mais des ressources toutes faites, on les a pas directement. Ça répond à la question. Je vous propose